Bienvenue. Alors, quand on est sur Internet, on a cette impression, pas vrai? Une sensation de choix infini, de possibilités sans limite. Mais, et si tout ça n'était qu'une illusion? Parce que sous la surface, il y a des forces invisibles qui sont là, qui façonnent ce qu'on voit, et même ce qu'on finit par penser. Allez, on va plonger ensemble pour essayer de comprendre ce paradoxe. Cette phrase de l'activiste Ellie Pariser, elle tape en plein dans le mille. Elle résume parfaitement le cœur du problème. La personnalisation, qui à la base est là pour nous plaire, risque en fait de nous enfermer. C'est vraiment le point de départ de toute notre analyse. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Si notre monde en ligne est construit, ça veut dire qu'il y a des architectes derrière. Et ces architectes, ce ne sont pas toujours nous. Pour que ce soit bien concret, regardons une expérience super parlante menée par Ellie Pariser. 2 amis ont tapé exactement le même mot dans Google, BP, simple. Sauf que les résultats n'avaient rien à voir. L'un a eu des infos financières, le cours de l'action, tout le côté business. L'autre, lui, a eu des articles sur la marée noire, sur l'impact environnemental. Pour la même recherche, on a 2 réalités totalement différentes. C'est exactement ça, le filtrage algorithmique en action. Ok, alors comment ça fonctionne tout ça? Il y a 2 mécanismes principaux qu'on confond souvent mais qui organisent en secret notre expérience en ligne. C'est super important de bien saisir la différence entre les deux. D'abord, la chambre d'écho. Là, c'est assez simple à comprendre. C'est un phénomène où, activement, on choisit de s'entourer de voix qui nous ressemblent. On s'abonne à des médias, on suit des gens avec qui on est déjà d'accord. C'est une sorte de personnalisation volontaire. C'est nous-mêmes qui construisons les murs de la pièce. Et ensuite, on a la bulle de filtre. Et là, c'est différent. Cet isolement, il n'est pas totalement de notre fait. C'est une personnalisation qui est présélectionnée pour nous, par un algorithme. Il analyse tout ce qu'on fait en ligne pour nous servir un contenu qu'il pense qu'on va aimer. Le problème, c'est que ça nous coupe, souvent sans qu'on s'en rende compte, des points de vue qui font différents du nôtre. Donc, pour bien résumer, la différence, elle est vraiment cruciale. La chambre d'écho, ça vient de nos choix conscients, on sait ce qu'on fait. La bulle de filtre, elle, est le plus souvent invisible, elle est créée par un algorithme. C'est un peu la différence entre choisir soi-même son journal et laisser quelqu'un d'autre le choisir pour nous, tous les jours, sans même nous prévenir. Le processus de création de cette bulle, il est à la fois simple et implacable. Étape 1, la plateforme collecte un maximum de données pour savoir qui on est. Étape 2, elle utilise ce profil pour nous donner du contenu sur mesure. Et étape 3, chaque clic, chaque j'aime, chaque seconde passée sur une vidéo vient affiner ce profil, ce qui rend la bulle de plus en plus précise et donc de plus en plus fermée. Juste pour donner une idée de l'échelle, il faut savoir qu'à une époque, Google utilisait, tenez-vous bien, au moins 57 signaux différents pour personnaliser ses résultats. 57! La localisation, le type d'ordinateur, l'historique de recherche, absolument tout devient une donnée. Et ça va même beaucoup plus loin. Une étude du Wall Street Journal a montré un truc assez fou. Une simple recherche du mot « dépression » sur un site de dictionnaire pouvait installer jusqu'à 223 cookies de suivi sur l'ordinateur. 223! Et dans quel but? Pour permettre à d'autres sites de cibler la personne avec des pubs pour des antidépresseurs. C'est ça l'ampleur du pistage invisible. Bien sûr, toute cette personnalisation, elle a un prix. Et ce prix, il n'est pas seulement individuel, il est aussi collectif. Voyons un peu ce qu'on sacrifie en échange de ce confort que nous vendent les algorithmes. L'impact sur la société est majeur. Forcément, en nous exposant de moins en moins à des avis contraires, ces mécanismes accentuent la polarisation. Ils nous rendent aussi beaucoup plus vulnérables à la désinformation. Pourquoi? Parce qu'une info, même si elle est fausse, semble plus crédible si tout le monde la répète autour de nous. Et au final, ce qui est menacé, c'est notre capacité à débattre sereinement, à avoir une réalité commune. Au-delà de l'impact sur la société, il y a un coût personnel, un coût psychologique. Et ça porte un nom, le dilemme de la dopamine. En fait, les plateformes sont conçues pour exploiter la biologie même de notre cerveau. Chaque fois qu'on voit un contenu qui nous plaît, notre cerveau libère une petite dose de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. L'algorithme, lui, il apprend très vite ce qui nous fait réagir et il nous en donne encore et encore. Ça crée une boucle de dépendance. On continue de scroller à la recherche de la prochaine petite récompense, du prochain micro-plaisir. Et les conséquences, elles sont bien réelles. De nombreuses études montrent un lien direct entre une forte utilisation des réseaux sociaux et une augmentation de l'anxiété et de la dépression. C'est particulièrement vrai chez les plus jeunes. Leur cerveau est encore en développement, ce qui les rend bien plus vulnérables à ces mécanismes de dépendance. Alors face à ce constat qui peut paraître un peu sombre, la question c'est est-ce qu'on est impuissant? La réponse est non. On peut agir, on peut reprendre un certain contrôle. Voyons maintenant comment on peut essayer de faire éclater cette fameuse bulle. Il y a des stratégies concrètes. La première, c'est de faire l'effort de diversifier ses sources d'informations. C'est la base. La deuxième, c'est de muscler son esprit critique, de se poser des questions.
Troisièmement, juste le fait de savoir que cette bulle existe, c'est déjà un premier pas énorme pour s'en protéger. Et enfin, il existe des outils techniques, utiliser des navigateurs privés ou des moteurs de recherche qui ne nous pistent pas, comme DuckDuckGo par exemple. Ce problème est devenu tellement global que les gouvernements commencent à réagir, mais chacun à sa manière. En Europe, on mise sur la transparence et les droits des utilisateurs avec des lois comme le RGPD. Aux États-Unis, on essaye de protéger les plus jeunes. En Chine, c'est une autre histoire, avec un contrôle et une censure très stricts. On voit bien que tout le monde tâtonne, c'est un vrai laboratoire réglementaire à l'échelle mondiale. Évidemment, les géants de la tech ont une responsabilité qui est immense. Ils pourraient par exemple être beaucoup plus transparents sur leurs algorithmes, donner plus de contrôle aux gens et surtout changer leur objectif. Arrêter de chercher l'engagement à tout prix et commencer à penser au bien-être des utilisateurs. Il faut le dire, certaines boîtes comme Facebook ou Google ont reconnu le problème et disent explorer des solutions. Au final, il n'y aura pas de solution miracle. L'avenir de notre environnement numérique, ça dépendra d'un effort collectif. Il faudra des individus plus conscients, des entreprises plus responsables et des régulateurs qui fixent des règles du jeu claires et équitables. C'est un véritable projet de société. Et on termine avec la question qui finalement reste en suspens. Si les algorithmes sont conçus pour nous montrer ce que nous voulons voir, qui décide de ce dont nous aurions besoin de voir ? En déléguant nos choix à des machines qui ne cherchent qu'à satisfaire nos désirs immédiats, on prend peut-être le risque de perdre de vue l'essentiel, notre esprit critique et la santé de notre démocratie. La réflexion reste ouverte. Merci.